1953 à 2023, 7 décennies qui ont forgé des légendes de la Formule 1. Vettel, Schumacher, Prost, Piquet, des légendes qui ont remporté des saisons tout aussi marquantes pour des raisons que nous allons passer en revue. La dernière fois, nous voyons comment Jim Clark dominait toute une génération en enregistrant des records qui demeurent incroyables dans nos saisons de 59 Grands Prix. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 1973 et au duel entre Emerson Fittipaldi, Ronnie Peterson et Jackie Stewart, et il va y avoir du sang. Alors, j'aurais pas dû dire ça en fait, parce que 1973 est aussi riche en suspense qu'en tragédie, donc il va vraiment y avoir du sang en fait. Alors, préparez vos mouchoirs. Pour pleurer, pas pour faire autre chose. Vraiment. La Formule 1 a beaucoup changé. L'introduction des moteurs 3 litres à 12 cylindres, puis l'arrivée des premiers appendices aérodynamiques, ont transformé les monoplaces en véritables engins de mort. Le début des années 70 est au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'âge d'or de la discipline. Des saisons disputées, des voitures incroyables, toutes plus originales les unes que les autres, et surtout, cette aura unique autour du sport et de ses pilotes. Des gladiateurs modernes, des surhommes, mais aussi des icônes et des stars qui faisaient rêver les fans. Sur le plan sportif, le barème des points reste identique, mais le calendrier plus long impose une adaptation. Désormais, la saison est découpée en 2 parties. Sur les 8 premières courses, les 7 meilleurs résultats seront retenus, puis les 6 meilleurs résultats sur les 7 dernières manches sont retenus. Les équipes ne sont toujours pas limitées dans le nombre de châssis et de pilotes engagés, et désormais, pratiquement chaque écurie fabrique ses propres châssis. Vainqueur des 2 championnats avec Emerson Fittipaldi en 1972, Lotus Ford continue de briller sous la coupelle du génie de Colin Chapman, mais l'ingénieur britannique reste hanté par les fantômes. Jim Clark, son ami et pilote d'exception disparu en 68 dans l'une de ses voitures, et Jochen Rindt, son héritier naturel, mort avant d'être sacré champion en 70. C'est le jeune Fittipaldi qui eut la lourde tâche de reprendre ce flambeau, et il s'imposa immédiatement, permettant à Rindt d'être sacré à titre posthume et à Lotus de décrocher la couronne mondiale. Pour épauler Fittipaldi, Chapman recrute un autre prodige, Ronnie Peterson. Vice-champion en 71 au volant d'une modeste March, le Suédois est déjà une star en devenir. Rapide et spectaculaire, il représente autant une arme qu'une menace pour son coéquipier. En face, le double champion Jackie Stewart reste le pilier de Tyrrell. La saison 72 a été rude physiquement et mentalement, mais l'Écossais est encore considéré comme le modèle parfait du pilote moderne, sérieux dans le développement de sa voiture, rigoureux dans sa préparation physique et mentale, et charismatique en dehors des circuits. Stewart devient peu à peu une égérie mondiale, multipliant les contrats avec Ford ou Rolex au prix d'un emploi du temps épuisant. Toujours favori pour le titre, il est accompagné de François Sévère, jeune Français prometteur, déjà vainqueur d'un Grand Prix et pressenti pour incarner sa relève. Chez McLaren, l'héritage de Bruce se construit dans la douleur. Après la mort du fondateur en 70, l'Américain Teddy Mayer reprend les rênes, soutenu par l'expérience du champion du monde Denny Hulme. Fidèle à l'esprit de son ami et compatriote, Hulme contribue à bâtir l'avenir de l'équipe et attire de nouveaux talents, comme Peter Revson, transfuge couronné de succès aux États-Unis. L'équipe peut compter aussi sur le soutien de Patrick Duffeler, responsable de la compétition de Marlboro qui sponsorise l'équipe. McLaren donne aussi sa chance à un jeune Sud-Africain fougueux, Jody Scheckter, remarqué dès 72 par des performances aussi rapides que turbulentes. L'équipe de Jack Brabham, revendue au businessman Bernie Ecclestone, mise sur Wilson Fittipaldi, frère d'Emerson, et sur un immense espoir argentin, Carlos Reutemann. Ferrari de son côté traverse une période sombre. Les finances sont fragiles, les résultats décevants, mais l'écurie compte toujours sur Jackie Ickx et son nouveau coéquipier Arturo Merzario pour redorer son blason. BRM aligne une équipe plus modeste qu'autrefois, composée de l'expérimenté Jean-Pierre Beltoise et de jeunes espoirs comme Clay Regazzoni ou Niki Lauda, dont le talent ne tardera pas à éclater.
Frank Williams Racing Cars engage des châssis italiens ISO et feront rouler de nombreux pilotes, alors que l'équipe américaine Shadow fera ses débuts en Formule 1 en cours d'année et comptera le Britannique Jackie Oliver et l'Américain George Follmer. Elle fournira d'ailleurs un de ses châssis à l'équipe de Graham Hill, un double champion du monde sur le déclin. Mais on en reparlera en temps voulu. La saison s'ouvre en Argentine et pour marquer la badassitude de l'année à venir, Juan Manuel Fangio, le légendaire quintuple champion du monde de Formule 1, est l'invité d'honneur de cette épreuve. Clay Regazzoni prend la pole position devant la Lotus de Fittipaldi, la Ferrari de X et la Tyrrell de Stewart. Au départ, le pilote suisse prend les devants et mène le peloton pendant plusieurs tours, résistant aux assauts conjugués de François Sévère, Fittipaldi et Peterson. Sévère prend les commandes, rapidement suivi par Stewart, mais l'Écossais doit ralentir, victime de soucis mécaniques. Fittipaldi en profite, passe à l'attaque et rappelle à tous pourquoi sa Lotus porte le numéro 1. Même si, comme par hasard, je dis ça sur le seul Grand Prix officiel de l'année où Fittipaldi n'avait pas le numéro 1, mais le numéro 2. Mais bon, l'attribution des numéros à l'époque, on va pas en parler aujourd'hui. Le Brésilien gagne le duel et remporte la manche d'ouverture devant les deux Tyrrell. Jackie X ramène sa Ferrari en 4ème place, alors que Hulme est 5ème devant l'autre Fittipaldi au volant de la Brabham. Regazzoni, quant à lui, échoue en 7ème place. Avec un champion du monde brésilien, il était temps que le Brésil organise son premier Grand Prix du championnat du monde, après une première course hors championnat en 1972, remportée par Carlos Reutemann. Le public est déchaîné, enivré par l'état de grâce de leur champion du monde, qualifié 2e derrière Ronnie Peterson qui prend sa première pole position, tous deux bien déterminés à profiter de leur brillante Lotus 72D. Mais au départ, c'est Fittipaldi qui prend la tête, et Peterson abandonne au 4e tour à cause d'une roue qui se détache. Mais un autre Brésilien surprend au volant d'une humble Surtees, Carlos Pache. Malheureusement, Pache ne pourra pas en profiter, étant victime d'une rupture de suspension. Fittipaldi remporte un nouveau succès, marquant définitivement le Brésil comme un pays incontournable de la Formule 1. Le public est passionné, le tracé d'Interlagos est ravissant et ils ont un pilote au talent immense pour que le drapeau vert et jaune rayonne à travers le monde. Le vieux Jackie Stewart semble déjà condamné à servir de faire-valoir aux précoces brésiliens, tandis que l'encore plus vieux Denny Hulme ferme le podium. Merzario devance X pour une double entrée dans les points Ferrari, alors que Regazzoni prend un point pour BRM. Les essais de Kyalami en Afrique du Sud sont marqués par un terrible crash de Jackie Stewart à cause d'une défaillance de frein. La Tyrrell est détruite, mais l'Écossais s'en tire miraculeusement indemne. En tant que numéro 1, on lui confiera le châssis de François Sévère pour la course. Stewart partira donc depuis la 16e place sur la grille, tandis que le Français sera relégué en fond de grille avec une monoplace rafistolée à la hâte. Nous avons un nouvel homme en pole position, un jeune prometteur et talentueux qui nous fera fantasmer sur l'avenir de sa carrière. Non, je déconne, c'est Denny Hulme, champion du monde 1967, alors vainqueur de 6 Grands Prix en Formule 1, plus 2 autres hors championnat. Et en ce Grand Prix d'Afrique du Sud, il prend la première et unique pole position de sa carrière. Dommage, parce que ça aurait été vraiment marrant d'avoir un champion du monde sans pole position. Juste pour l'avoir dans les statistiques. Pourquoi pas ? McLaren dit bonjour à la M23, son tout nouveau châssis, promettant de belles choses pour l'équipe qui aligne une 3e voiture ce week-end. Jody Scheckter impressionne devant son public en qualification avec le 3e temps, seulement pour sa 2e apparition officielle en Grand Prix. Hulme conserve la tête au départ et il est rejoint par Scheckter, qui déborde Fittipaldi pour former un duo McLaren en tête. Jackie Stewart est déjà remonté en 10e place. Mais au 3e passage, le drame éclate. Dave Charlton, pilote local, perd le contrôle et percute la Surtees de Mike Haywood. Dans la confusion, Clay Regazzoni arrive à pleine vitesse et percute violemment les débris. Sa BRM s'embrase immédiatement, le pilote suisse, inconscient dans son cockpit. Jackie X, à son tour, est surpris par le chaos et vient percuter l'accident. Alors que le feu dévore la voiture de Regazzoni, Mike Haywood fait preuve d'un courage extraordinaire. Malgré ses propres blessures et les flammes qui lui brûlent déjà les mains, le nonuple champion du monde moto se jette dans l'incendie
pour tenter d'extirper son rival. Il parvient à détacher sa ceinture mais ne peut l'extraire seul. Un commissaire finit par intervenir et ensemble, ils réussissent à tirer Regazzoni hors du brasier. Le pilote suisse survivra et Halewood sera décoré de la George Medal pour son héroïsme. Jackie Stewart, ambassadeur de la sécurité, n'est pas le même homme que Jackie Stewart, le champion du monde. Si le premier se battra pour que jamais ce type d'incendie ne puisse se réitérer, le second ne voit là que 3 positions offertes par ses concurrents. Summum de l'hypocrisie, diront certains, les drapeaux jaunes lui permettent même de faire son retard et prendre la tête de course au 7e des 79 tours. Alors que la situation d'avant-course semblait avantager Fittipaldi, le Brésilien est coincé dans une lutte contre les McLaren. Nulle controverse ou avertissement pour infraction au drapeau jaune ne saurait priver Jackie Stewart d'une de ses victoires les plus inespérées. 24 secondes derrière lui, Peter Revson est 2e pour McLaren, ayant retenu Fittipaldi toute la course. Scheckter sera frustré d'avoir abandonné à 4 tours de la fin après une prestation remarquable. Merzario est 4e devant Hulme et Vollmer qui prend 1 point pour les débuts de Shadow. La semaine européenne démarre à Barcelone 8 semaines plus tard. Mais entre-temps, les pilotes se sont pas ennuyés avec 2 épreuves hors championnat en Angleterre. La course des champions qui a vu la première victoire de Peter Gethin, pour le coup au volant d'une F5000 devant la McLaren de Denny Hulme et la Surtees de James Hunt engagée par l'équipe Hesketh. Surtees, Hunt, Hesketh, ça fait beaucoup de grands noms en une seule phrase, mais en gros Hunt a terminé 3e. Ensuite, l'International Trophy, une épreuve culte organisée par le British Racing Driver Club à Silverstone, le BRDC, et qui avait vu une victoire très populaire de Jackie Stewart devant Ronnie Peterson et Clay Regazzoni. Depuis son retour au calendrier en 1968, le Grand Prix d'Espagne est accueilli en alternance par 2 magnifiques tracés, celui de Jarama et celui dans les rues barcelonaises, dans le tracé du parc Montjuïc. Ce dernier est autant adoré que détesté par les pilotes en raison de ses sections rapides et techniques qui sont noircies par la dangerosité aberrante de ce tracé. En 69, le regretté Jochen Rindt, j'ai le t-shirt, s'y était grièvement blessé au visage après une défaillance des ailerons de sa Lotus, en terminant dans le rail en se cassant le nez et la mâchoire. Et pour épicer les courses là-bas, il faut rappeler que ce circuit est profondément exigeant sur la mécanique, ce qui promet beaucoup d'accidents. Et c'est ça la F1 qu'on aime. Pour rester avec les Lotus, la 72E fait son apparition, avec une carrosserie élargie qui semble bien répondre aux champions du monde brésiliens. Suite au succès de la McLaren M23 entre les mains de Hulme à Kyalami, un second châssis est engagé pour Peter Revson. C'est ici qu'arrive Embassy Hill, l'équipe éponyme de Graham qui fait ses débuts en Formule 1 en engageant des châssis Shadow. Ronnie Peterson signe la pole position avec 7 dixièmes d'avance sur Denny Hulme et 2 secondes sur son coéquipier Fittipaldi. Au départ, le super suédois conserve la tête et creuse l'écart. Jackie Stewart dépasse Hulme pour la 2e place, le champion du monde 1967 défendant alors sa position face à François Sévère et Fittipaldi. Mais il doit s'arrêter prématurément pour changer un pneu, imité peu après par Sévère. Stewart abandonne sur une panne de frein, et ensuite, c'est Peterson qui est victime d'un problème de boîte de vitesse et perd une nouvelle chance de victoire. Fittipaldi récupère la tête de course par défaut, mais il souffre d'une crevaison lente. Il parvient malgré tout à rallier l'arrivée et à prendre son 3e succès de l'année en 4 courses. François Sévère est parvenu à remonter en 2e place devant George Vollmer, prenant un podium pour Shadow pour seulement leur 2e Grand Prix. Revson et Hulme sont 4e et 6e pour McLaren, alors que Beltoise prend la 5e place pour BRM. Avec 31 points, Fittipaldi mène confortablement devant les 19 points de Stewart et les 12 de Sévère. Le bonheur d'une Lotus fait le malheur de l'autre avec le pauvre Peterson qui n'a toujours pas inscrit le moindre point malgré un début de saison remarquable. Avec 9 points chacun, Revson et Hulme solidifient la 3e place de McLaren au championnat constructeur. Symbole de l'extrême dangerosité de la F1 à cette époque, le mythique circuit de Spa-Francorchamps disparaissait du calendrier en 70.
Quelques mois plus tôt, un boycott mené par Jackie Stewart avait déjà provoqué l'annulation du Grand Prix d'Allemagne sur le Nürburgring. Ces deux tracés étaient considérés comme les plus grands défis du championnat du monde et ils incarnaient à la fois la beauté et l'horreur du sport en raison de leurs tracés aussi magnifiques que techniques, que aussi du grand nombre d'accidents graves et mortels. En 70, il y a 6 pilotes qui ont perdu la vie au Nürburgring, portant le terrible bilan du circuit à 44 morts depuis son ouverture. Et à Spa-Francorchamps, le nombre s'élève déjà à 27. Même si d'autres tracés historiques comme Monza ou Brands Hatch n'échappent pas à cette tragédie, chacun ayant vu périr une vingtaine de pilotes. Mais déjà, pour tout remettre en perspective, Monza ou Brands Hatch, il y avait énormément de courses au cours d'une année là-bas. Et aussi, Monza et Brands Hatch sont des circuits beaucoup plus petits, donc la mise aux normes demande beaucoup moins de ressources financières et aussi beaucoup moins de personnel et d'infrastructures que peuvent le demander des circuits gigantesques comme Spa-Francorchamps ou le Nürb. Actually, it's the type of racing circuit that's going to come in the future for Grand Prix racing. With the facility itself, such as the stands and the safety of the circuit, I think is extremely good and probably the best circuit we've ever been to. Last time I've been here, it was about 3 years. It was quite unsafe, and now they've done a very good work, and it seems to be a very interesting track. But when you have something like the Nürburgring, oh, it's a really unique track, I think it's really the place to have a Grand Prix. I think if they can do some work to the Nürburgring, we could go back there and maybe come back here for the following year and do what they do in France. They change different circuits each year. Des moyens conséquents que les organisateurs belges, eux, n'avaient pas été en mesure de réunir à Spa-Francorchamps. Et donc, en 1972, on nivelle le niveau vers le bas, puisque c'est à Nivelles qu'avait eu lieu le Grand Prix de Belgique. Elle est bien. T'as vu, je t'avais dit qu'il fallait la garder. On nivelle vers le bas. En 73, c'est le tracé de Zolder qui peine à susciter l'enthousiasme malgré la présence du héros national Jackie Ickx. Double vice-champion du monde et multiple vainqueur des grandes épreuves d'endurance, Ickx représente seul une Scuderia en difficulté. En effet, c'est le second Grand Prix de suite où une seule Ferrari est présente, le nouveau châssis n'étant pas prêt pour Merzario. Ickx parvient tout de même à se qualifier en 3e position sur la grille, mais hélas, au bout de seulement 4 tours, le Belge est contraint à l'abandon, trahi par une panne de pompe à huile. Sur la grille, c'est à nouveau Ronnie Peterson qui signe la pole position devant François Sévère. La nouvelle génération prend le pouvoir dès le premier tour, et Sévère dépasse le Suédois dans la foulée. Le pilote Tyrrell creuse l'écart, s'échappant à raison d'1 seconde au tour. Derrière, Peterson, impuissant, doit contenir Fittipaldi et Stewart. Les sports français dominent l'épreuve et confirment tout le potentiel brillant que Stewart et Ken Tyrrell avaient perçu en lui quelques années plus tôt. Mais, au 19e tour, il perd le contrôle et retombe derrière Stewart et Fittipaldi. Et Peterson dans tout ça? Le super suédois continue de comprendre à ses dépens la légendaire fragilité des Lotus avec un nouvel abandon sur panne de frein. Au final, Stewart remporte un Grand Prix magistral démontrant une gestion de course intelligente. Il devance Sévère et Fittipaldi, un doublé festif dans le clan Tyrrell qui reprend des points capitaux sur le Brésilien, même si la brillante remontée de Sévère laisse un goût amer au jeune Français, conscient qu'il aurait pu rêver mieux ce jour-là. Andrea De Adamisch, dans une équipe privée engageant une Brabham, termine 4e, devant Niki Lauda pour BRM et Chris Amon pour la petite équipe Techno. Alors que le championnat est d'une intensité rare entre les Tyrrell bleus et les Lotus noirs et or qui s'arrachent chaque point, avec Fittipaldi et Stewart en chef de file, Peterson et Sévère en trouble fête, dans des arènes dantesques et majestueuses, l'arène suivante, c'est Monaco. Un décor célèbre pour la simple et bonne raison que la course automobile n'y a pas du tout sa place, et que cela fait près de 45 ans qu'elle en a de moins en moins la place, parce que les voitures elles grossissent, comme moi. On regarde la course depuis son yacht ou son balcon et la Formule 1 sort de son cocon de niche pour devenir un événement international qui ramène des starlets en tout genre. Et c'est dans ce théâtre absurde qu'apparaît une nouvelle équipe. We all wear jackets of red, white and blue,
There's one for me and there's one for you. How do they do it? How do they do? 'Cause to me they all look completely cuckoo. Oh, how did they start? How did they begin? Hesketh Racing are going to win. Oh, driver we keep in clothing and meals, as long as he goes on turning his wheels. His name is James Hunt, known as the Shunt. What he likes best is a nice glass of milk. Hesketh Racing engageant un unique châssis March. Déjà aperçu lors de la course des champions, que j'ai plutôt mentionné lorsque leur pilote James Hunt avait terminé 3e, Hesketh se fait remarquer tout au long du week-end. Hunt arrive en smoking et Hesketh organise une fête sur son yacht tout au long du week-end après être arrivé en Rolls-Royce. Mais l'équipe est tout sauf ridicule puisque Hunt se qualifie en 18e place sur 25 pilotes engagés et il était placé en 6e position avant que son moteur ne rende l'âme à 3 tours de la fin. Pas dégueu pour des débuts. Stewart est dans une forme olympique et prend la 15e pole position de sa carrière sur ce Grand Prix qu'il a déjà gagné 2 fois. Mais ce sera la première édition de Monaco dans cette configuration qui voit la création des chicanes de la piscine et de celle de la rascasse. 4e sur la grille, Sever s'envole et prend la tête. Hélas, dès les premiers tours, il heurte un trottoir. Stewart se retrouve seul face au Lotus. 1 seconde seulement le sépare de Fittipaldi au drapeau à damier, ce qui fait rager beaucoup de fans sur Facebook et Twitter, disant que Monaco n'est plus adapté au F1 moderne et que ce nouveau tracé ne convient toujours pas. Peterson complète donc le podium et Sever remonte de la dernière à la 4e place. Peter Revson et Denny Hulme sont 5e et 6e. Fittipaldi conserve la tête du championnat devant Stewart avec 3 victoires chacun sur les 6 premières manches de la saison. La bataille s'annonce plus serrée que jamais. Stewart n'a plus que 4 points de retard sur Fittipaldi, mais cette victoire magistrale a une portée lourde de sens. Il enregistre la 25e victoire de sa carrière et égale le record absolu de Jim Clark. S'intéresser au record à un tel stade d'une saison aussi disputée semble absurde. Stewart est le champion le plus titré du paddock et face à lui, il y a de très jeunes pilotes, dont un, Fittipaldi, qui est déjà champion du monde et qui l'a battu à la régulière l'année précédente. Jackie Stewart est le seul pilote du plateau à avoir gagné le Grand Prix de Suède. C'était lors d'une manche hors championnat en 1967. En réponse à la popularité du talentueux Ronnie Peterson, les promoteurs se sont hâtés d'organiser une manche du championnat du monde en Suède sur le très rudimentaire tracé de l'Understop. Peterson signe la pole position quelques centièmes devant François Sever, Jackie Stewart et Emerson Fittipaldi. Super départ pour les 2 Lotus, Fittipaldi prenant la 2e position et mettant la pression sur Peterson avant d'abandonner sur un problème de boîte en fin de course. Derrière, Stewart chasse Peterson, mais doit surveiller la McLaren de Denny Hulme qui le met sous pression. Joie dans le public, à 4 tours de l'arrivée, Stewart est à son tour victime d'un problème de frein et ralenti. Le Suédois ose croire à sa première victoire en Formule 1 et rien ne serait plus beau que devant son public après avoir résisté aux assauts de 3 champions du monde. Mais le vieil ours néo-zélandais n'est pas encore bon pour la retraite et continue de provoquer le jeune Suédois. Hélas, la Lotus numéro 2 ralentit à son tour à 2 tours de la fin, le duel est perdu. C'est face à un public froid que Denny Hulme prend sa 7e victoire en Formule 1 et la 6e de l'histoire de McLaren. Peterson, qui semblait enfin tenir sa première victoire, parvient à ramener sa Lotus défectueuse en 2e place devant François Sever. Carlos Reutemann a remonté sa Brabham en 4e place devant Stewart qui réussit à sauver 2 points alors que Jackie X prend le dernier point disponible. Ça permet malgré tout à l'Écossais de se rapprocher de Fittipaldi alors que Sever consolide sa 3e place devant les pilotes McLaren. Peterson débloque proprement son compteur mais il a déjà beaucoup de retard. Quatre pilotes français défendront le drapeau sur le circuit du Paul Ricard. Les Jean-Pierre Beltoise et Jarier, Henri Pescarolo et le favori, François Sever, toujours en quête de sa première victoire de l'année. Malgré son rôle de timide numéro 2, le Parisien ne passe pas inaperçu auprès des fans
et des demoiselles. Déjà qualifié de Playboy, il ne fait aucun doute qu'il est de la trempe des champions de demain, avec les Peterson, Reutemann ou Fittipaldi qui est déjà champion. En tout cas, Jackie Stewart et Ken Tyrrell ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Après cette première victoire de la saison, McLaren rappelle le jeune Jody Scheckter pour remplacer Peter Revson, occupé par une épreuve américaine. Pour seulement son 3e Grand Prix, le Sud-Africain se qualifie en 2e place, derrière Jackie Stewart, avec une demi-seconde d'avance sur Denny Hulme, 6e. Au départ, Scheckter prend la tête de course et Peterson bondit depuis la 5e place et dépasse Stewart. L'Écossais doit changer de pneus et passe au stand, se condamnant à une course difficile. Fittipaldi et Peterson mettent la pression sur Scheckter. Le jeune pilote McLaren ne doit pas seulement supporter une pression de tous les diables, il doit aussi composer avec la gestion des retardataires. Bloqué derrière Beltoise, Scheckter voit Fittipaldi tenter sa chance. Il referme la porte et envoie le Brésilien dans le décor. Le meneur du championnat est hors course et Scheckter également. Après tous ces retournements de situation, c'est Ronnie Peterson qui prend enfin la première victoire de sa carrière. François Sévère ravit le public en montant sur le podium. C'est un podium sans champion, avec Carlos Reutemann qui ramène sa Brabham en 3e place et prend son premier podium. À l'amorce de la 2e moitié de saison, cette course symbolise l'arrivée de la génération de demain. Cependant, après avoir impressionné, Scheckter se fait incendier par le champion en titre auprès des commissaires de course qui tranchent pour un simple incident de course. La colère du Brésilien est d'autant plus animée car il perd la tête du championnat au profit de Stewart pour 1 point. Sévère est 3e avec 31 points, soit 11 points de moins que son coéquipier. Denny Hulme et Peterson se partagent la 4e avec 19 points. Cependant, c'est Lotus qui mène le championnat constructeur. En effet, une seule voiture par course peut marquer des points pour un constructeur, afin de ne pas désavantager les constructeurs qui ont qu'une seule ou 2 voitures face à ceux qui en ont 1000, par exemple. Ceci dit, il y a quand même un intérêt d'en avoir plusieurs, puisque si tu fais Lotus-Tyrrell, Tyrrell ne marque que les points de la 3e place, puisque Lotus a privatisé les places de devant. Mais Lotus ne marque que des points avec une voiture. C'est pas compliqué à comprendre. Voilà, non, je te prends trop pour un con. Fort de sa victoire en France, Peterson est le favori pour la victoire à Silverstone après avoir enregistré la 5e pole position de sa carrière. Le Suédois a été impressionnant, mais trop frappé par le manque de fiabilité. Une chose est sûre, la lutte pour le titre est de très haut niveau et le top 4 devra en plus composer avec les McLaren revenant en grande forme. Hulme prend la 2e place et Revson, qui revient de son voyage américain, est 3e sur la grille. Et pour bien compliquer la tâche à leurs rivaux au championnat, McLaren engage encore une fois une 3e voiture pour Jody Scheckter, qui continue de prouver son immense potentiel. Malheureusement, sa présence va à nouveau se révéler problématique. Alors que Stewart dépasse Peterson au départ, Scheckter perd le contrôle à la fin du premier tour et tape le mur. Il revient en piste et accroche l'autre McLaren de Peter Revson, et cet événement festif se transforme en enfer. Avec cette erreur, Scheckter a causé l'abandon de 12 voitures, le plus gros carambolage de l'histoire de la Formule 1. La seule cheville cassée de Andrea De Adamisch est un véritable miracle, bien qu'elle signe la fin de sa carrière en Formule 1. It's a lot of adrenaline's gone into you, and you're nearly just laughing all the way to the pits until you tell the guys what the hell happened, you know. Mais pendant l'heure où on nettoie la piste avant de relancer la course, les pilotes ont le temps de ruminer contre Jody Scheckter. Mais t'as rien eu Non. Et puis, Nick qui nous laisse sur sa parcours DRM. Oui, ça va. J'ai un peu mal à la jambe et à la tête, mais rien du tout. Moi, je suis passé juste, j'ai pris le capot sur le mien. La course repart. Peterson mène devant la BRM de Niki Lauda, qui a profité du chaos pour se placer en avant. Mais la hiérarchie se rétablit vite. Stewart chasse Peterson, plonge à l'intérieur mais perd le contrôle. Le public maudit l'Écossais d'avoir choisi son Grand Prix pour commettre l'une de ses très rares erreurs. Mais leur attention se prête sur une autre voiture, la March 731 de James Hunt qui remonte en 3e place après l'abandon de Fittipaldi. Soudain, un Américain surgit hors de la nuit.
Alors que tout le monde a été marqué par une McLaren folle en début de course, c'est la M23 de Peter Revson, réparée à la hâte pendant le drapeau rouge en début de course, qui revient chasser la Lotus. Revson s'empare de la tête et gagne le premier Grand Prix de sa carrière devant Peterson, alors que Hulme complète le premier double podium de McLaren de la saison. Bien loin derrière au championnat, McLaren se dessine comme une menace à ne pas sous-estimer. Hunt termine 4e devant Sever et Reutemann. C'est seulement le 22e départ de Peter Revson en Formule 1, pourtant l'Américain avait débuté en 1964 en engageant une Lotus privée, mais déçu par ses premières expériences, il avait préféré retourner aux États-Unis pour y construire sa carrière. Ce n'est que quelques années plus tard, sur l'appel de Teddy Mayer, patron de l'équipe McLaren et vieil ami de ses débuts, qu'il accepte de revenir en Formule 1. Mais après la course, les discussions se tournent vers un autre pilote McLaren. Les commissaires jugent Jody Scheckter responsable de l'accident du départ, et plusieurs concurrents rappellent qu'il avait déjà envoyé le meneur du championnat dans le mur 2 semaines plus tôt. Sans compter que, lors des précédentes apparitions, Scheckter s'était déjà signalé par des erreurs révélant un certain manque de contrôle. Mayer défend son pilote et plutôt que de le bannir officiellement, il propose de le mettre au repos forcé quelque temps, ce qui satisfait tout le monde. Coup de tonnerre à Zandvoort, et pas juste à cause de la pluie, parce que Ferrari ne s'inscrit pas, afin de procéder à un tranchage dans le vif, comme une célèbre écurie française, suite au manque de performance de son équipe et de leur châssis, la 312 B3. On peut s'attendre à voir Flavio Briatore débarquer à tout moment. Grosse frayeur le samedi. Alors que Ronnie Peterson décroche la pole position, Emerson Fittipaldi est victime d'une violente défaillance mécanique à plus de 240 km/h. Par miracle, le champion du monde en titre s'en sort vivant avec seulement des hématomes, mais le paddock retient son souffle. La catastrophe a été frôlée. Depuis la mort de Joe Siffer en octobre 71 à Brands Hatch, la Formule 1 n'a plus connu de drame mortel. 22 mois sans tragédie, un répit rare, presque inespéré depuis le retour des moteurs 3 litres et l'introduction de l'aérodynamisme. Ceci dit, Emo prendra part à la course avec quelques hématomes, mais la douleur est trop vive et il abandonne au bout de 2 tours. Peterson garde la tête de course alors que les Tyrrell sont surprises par la modeste Surtees de Carlos Pache. Une fois débarrassés du Brésilien, les coéquipiers s'affrontent à distance tout en essayant de rattraper Peterson. Au 8e tour, le débutant Roger Williamson perd le contrôle de sa marche. La voiture se retourne et s'enflamme. Le jeune homme de 25 ans est coincé et les commissaires ne sont pas équipés pour éteindre correctement le feu et encore moins pour s'approcher des flammes. David Purley, au volant d'une marche privée, s'arrête et court à son secours. L'immense fumée noire qui s'en dégage teste le courage des meneurs, bien décidés à ne pas perdre de temps dans cette lutte aux enjeux mondiaux. Ils ne seront pas aidés par la présence d'une voiture de pompiers venue éteindre le feu, présentant un obstacle supplémentaire pour les pilotes. À 6 tours de l'arrivée, Peterson doit abandonner, trahi une nouvelle fois par la boîte de vitesse de sa Lotus. Tyrrell signe un doublé Stewart devant Sever, tandis que James Hunt monte sur le premier podium de sa carrière. Revson est 4e, Beltoise 5e, et Guy Van Lennep, un nom que j'ai sûrement mal prononcé, offre un point à Williams pour son 2e départ en Formule 1. Pour Stewart, c'est un jour historique. Il prend 9 points à Lotus et devient le pilote le plus victorieux de l'histoire, dépassant le record de Jim Clark. Mais en rentrant au stand, la réalité frappe. Williamson's dead. There's no lap of honor. Quiet presentation. Ce que l'Écossais et les autres pilotes avaient passé 70 tours à ignorer prend alors tout son sens. La silhouette de Purley, seule face aux flammes, n'était pas celle d'un pilote miraculé qui aidait les commissaires à éteindre un feu. Le podium est sombre. Stewart, malgré son record, semble plus marqué que jamais. Il avait vu tant de collègues et tant d'amis perdre la vie qu'il en avait perdu sa passion.
Depuis 1966, il multipliait les batailles avec les organisateurs pour améliorer la sécurité. On le traitait de pleutre, incapable de prendre des risques. Mais entre ces 2 titres et ce record de victoire, on avait appris à l'écouter. Car cette lutte mondiale aurait eu un goût très différent si, 24 heures plus tôt, Fittipaldi n'avait pas réchappé à son accident. Car aujourd'hui, personne n'a blâmé une entité divine abstraite et tout le monde s'est retourné contre les organisateurs néerlandais. Le public est traumatisé par l'image d'un pilote tentant d'en sauver un autre sans la moindre aide. Et personne n'avait oublié que ce même virage avait coûté la vie à Pierce Courage 3 ans plus tôt. La venue sur la Nordschleife en Allemagne n'avait rien pour assurer le paddock encore secoué par ces événements. N'ayant ni pilote ni de voiture disponible suite à cela, March se retire de l'épreuve et sera imité par Hesketh, son équipe cliente. Ferrari est toujours aux abonnés absents et libère Jackie Hicks afin qu'il puisse concourir dans la 3e voiture de McLaren. Un recrutement de choix, car le pilote belge se qualifie et termine 3e derrière les dominantes Tyrrell de Stewart et Sever. Pache prend une belle 4e place pour Surtees devant la Brabham de Wilson Fittipaldi, 5e devant son frère Emerson, victime de problèmes techniques, tout comme son coéquipier qui a abandonné au départ. C'est une claque. En 2 courses, le championnat a totalement changé. Désormais, il appartient à Stewart, 60 points, avec 15 d'avance sur Sever qui se contente de supporter son équipier dans la lutte contre les Lotus. Fittipaldi est seulement à 42 points et Peterson toujours bloqué à 25. Arrivé en Autriche, la tension est palpable chez Lotus. Le talentueux duo n'a cessé de se prendre des points tout au long de l'année et comble pour l'orgueil du champion du monde brésilien, Chapman, qui s'est toujours montré très distant avec lui, semble admiratif du prodige suédois. La voiture de sécurité est inscrite au règlement en réponse au chaos néerlandais. Ferrari fait son retour avec des modifications notables, mais sans Jackie Hicks, les relations visiblement difficiles depuis l'annonce de son départ et l'arrivée annoncée de Clay Regazzoni. Enfin, le retour, parce qu'il était déjà là avant. Les spéculations apparaissent aussi chez Tyrrell après que Stewart ait ouvertement parlé d'une éventuelle retraite suite au drame de Zandvoort. Une chose est sûre, si Sever prend la relève en tant que numéro 1, il serait avisé de ne pas prendre un pilote trop encombrant comme Peterson l'est pour Fittipaldi. La course est dominée par les voitures noires et or, Peterson volant la tête de Fittipaldi au départ. Au 17e tour, le champion en titre reprend son bien et semble enfin capable de revenir dans la lutte au titre. Mais à quelques tours de la fin, un nouvel abandon mécanique de Lotus et c'est Peterson qui gagne le Grand Prix devant Stewart. Carlos Pache ramène la Surtees sur le podium, prenant son premier de sa carrière. Reutemann mène les BRM de Beltoise et Regazzoni. Avec un seul point de marqué en 6 courses, Fittipaldi n'a pratiquement plus la moindre chance d'être sacré, avec 24 unités de retard sur Stewart. Les derniers résultats pourraient nous faire penser que Peterson est son concurrent le plus sérieux, mais ce serait oublier qu'il a eu sa part de malchance lui aussi, avec 5 abandons consécutifs en début d'année. Le super suédois a 32 points de retard, et François Sever est tranquillement 2e du championnat, pour s'assurer qu'aucune Lotus ne vienne voler le champion écossais. La course commence et Jackie Hicks met Jackie Stewart en difficulté. Frank Williams domine et remporte ce tour de circuit à pied sous les applaudissements des spectateurs. Ce sera l'unique victoire de Frank Williams avant qu'il ne fonde sa 2e écurie en 1977. Mais bon, on s'en fout, passons aux voitures. Coup de théâtre au 8e tour. Stewart rentre au stand, inquiet d'une perte de pression sur un pneu. Il repart 20e, isolé, le peloton est déjà trop loin pour lui donner l'aspiration quasi indispensable à cette époque sur ce circuit pour l'aider à rester dans la lutte. Mais l'Écossais avait vu juste. Peu après, Purley, Pache, Lauda et Beltoise sont victimes de crevaison. Stewart a sans doute évité le pire.
Dès lors, la question est simple. Si Fittipaldi gagne, il reste en course pour le titre. Mais Peterson, son coéquipier, l'aidera-t-il ou cherchera-t-il à briller par lui-même? Ni Peter Warr, ni Colin Chapman ne donnent de consignes chez Lotus. L'équipe joue le doublé, mais laisse ses pilotes libres. Derrière, Stewart réussit une remontée formidable. Pour le motiver, Ken Tyrrell agite son panneau indiquant qu'il a 45 secondes de retard sur Fangio, une petite note d'humour qui sera récompensée par le meilleur tour en course, puis un autre, et puis un autre. Et le voilà 5e derrière François Sévère. Le Français a déjà reçu le mémo. Il ralentit considérablement et 2 tours plus tard, Stewart remonte 4e. Ronnie Peterson mène un doublé Lotus devant la McLaren de Peter Revson, mais l'essentiel est ailleurs. Jackie Stewart est champion du monde pour la 3e fois. À Monza, il a prouvé une nouvelle fois sa science de la course, sa lucidité et une pointe de vitesse intacte. Comme un rappel à Peterson et Fittipaldi, l'Écossais reste le maître du jeu. Fier de sa performance italienne, Jackie Stewart qualifie Monza comme l'une des courses de sa vie. À égalité, dit-il, avec sa victoire mythique au Nürburgring en 1968, remportée sous la pluie avec plus de 4 minutes d'avance sur Graham Hill, et c'est peu dire. Avec ce 3e titre, l'Écossais volant égale Jack Brabham et devient le 2e pilote le plus titré derrière Fangio. Et non sans manquer de respect au formidable Blackjack, Stewart appartient à une autre lignée, celle des pilotes qui ont transcendé leur époque, comme son idole Fangio, comme son héros Jim Clark. Car sa Tyrrell 006, rapide, était pourtant moins performante que les Lotus noir et or et plus exigeante à piloter que les McLaren en pleine ascension. Chez Lotus, la tension explose. Fittipaldi est furieux. Si Peterson l'avait laissé gagner, il aurait conservé une chance mince, certes, mais réelle, de jouer le titre. Il accuse son équipe, mais Chapman et son clan ne regrettent rien. Peterson a mérité sa victoire. À quelques garages de là, McLaren observe la discorde. La M23 s'affirme comme une machine prometteuse et il ne leur manque qu'un pilote de pointe pour viser le titre. Il ne reste plus que 2 manches pour décider du titre constructeur. Tyrrell mène de 3 points devant Lotus. Pour mener la guerre à son paroxysme, Tyrrell ramène une 3e voiture. Elle sera pilotée par l'expérimenté et brillant Chris Amon, qui rejoint donc Stewart et Sévère. Chez McLaren, Jody Scheckter est de retour et sera observé au microscope suite au carnage de Silverstone et l'accrochage avec Fittipaldi en France. Ce Grand Prix du Canada est totalement fou et j'y ai déjà consacré une émission. Alors je vais même en prendre des extraits parce que déjà pratiquement personne regarde les émissions historiques, alors je vais vraiment pas me faire chier. Parce que c'était beaucoup de boulot. Nous sommes donc sur le circuit de Mosport, Ontario, Canada, et le départ est reporté de 1 heure à cause de la pluie et des conditions piégeuses. Au départ, le jeune Niki Lauda se fait remarquer dans son humble BRM en remontant le peloton et se distinguant de la concurrence alors que la piste s'assèche. Peterson conserve la tête de course devant Scheckter, Lauda, Fittipaldi et Stewart. Lauda continue d'impressionner, passant Scheckter et Peterson pour prendre la tête et creuse une 15aine de secondes d'écart avec sa BRM en seulement 10 tours. Au volant d'une simple Surtees Ford, Carlos Pace illumine la course en remontant le peloton pour entrer dans les points en 5e position. Seulement le 15e tour et Niki Lauda compte plus de 20 secondes d'avance sur Peterson, lequel est victime d'une crevaison et heurte le mur et doit abandonner, laissant sa place à Fittipaldi. Le Brésilien revient sur le jeune Autrichien, tout comme Pace. Les 2 jeunes outsiders passent au stand, laissant la course à Fittipaldi, mais hélas pour Lauda, BRM lui chausse de nouveaux pneus pluie alors que la piste est presque sèche, entraînant une nouvelle vague d'arrêt au stand. Mais la course bascule au 32e tour. Une collision entre Jody Scheckter et François Sévère, candidat au podium, met fin à l'heure de course. Le Français, souffrant de 2 chevilles foulées et d'une forte envie d'étrangler le Sud-Africain, force la venue d'une ambulance. Pour ses chevilles, pas pour son envie de meurtre. Ce chaos, couplé aux débris sur la piste, donne l'opportunité de déployer, pour la toute première fois de l'histoire, la voiture de neutralisation de course. En gros, la première safety car de l'histoire. Mais c'est là que l'anarchie débute.
La Porsche 914, qui doit jouer le rôle de la safety car, doit se placer devant le meneur pour regrouper le peloton. Mais les chargés du relevé étaient perdus. À cause de la vague d'arrêt au stand causée par l'assèchement de la piste, plus personne ne savait vraiment quel était l'ordre de la course. Fittipaldi menait, mais s'était arrêté au stand avant l'intervention de la voiture de sécurité, et Jackie Stewart avait repris la tête. Mais le champion du monde écossais était actuellement coincé au stand, et Jean-Pierre Beltoise avait pris la tête. Cependant, c'est Jackie Stewart que la safety car attend, et Beltoise, Oliver et Revson, qui sont les 3 vrais meneurs, dépassent la voiture de sécurité, et c'est Howden Ganley, dans son ISO Marlboro, qui est placé en tête de la course derrière la voiture de sécurité, devançant Stewart et Fittipaldi. En queue de peloton, Jackie Oliver est donc le vrai premier, mais il perd de la vitesse à cause d'ennuis mécaniques, et c'est l'américain Peter Revson dans sa McLaren qui prend la vraie tête de course. Beltoise, quant à lui, passe Oliver pour la seconde position. Mais le français perd aussi du terrain à cause de ses pneus, permettant à Fittipaldi de remonter sur Oliver et lui, et de lutter pour la victoire en remontant plus de 40 secondes de retard. Au 70e tour, Fittipaldi est à quelques secondes de Beltoise et Oliver. Beltoise a des pneus en mauvais état, Oliver a des problèmes d'accélérateur, et Fittipaldi comprend qu'ils étaient devant lui depuis le début et qu'il doit les dépasser pour gagner la course. C'est au 79e des 80 tours de course que Fittipaldi passe Beltoise et Oliver, ce dernier en profitant pour passer Beltoise également. Comme le veut sa tradition, Colin Chapman célèbre la victoire de son pilote en jetant sa casquette sur la ligne d'arrivée. Mais le drapeau à damier ne tombe pas et la course continue. C'est Ganley qui prend le drapeau à damier devant Mike Haywood, Peter Revson et James Hunt. Fittipaldi, Revson et Oliver pensent tous avoir gagné la course. Comme on l'a vu, Fittipaldi pensait mener la course sous safety car avant, plus tard en fin de Grand Prix, de comprendre que Beltoise menait le Grand Prix et en le dépassant avec Oliver, il était convaincu d'avoir gagné le Grand Prix. Revson savait toutes ces informations également, mais étant donné que lui, il avait dépassé Oliver et Beltoise en premier, c'était lui qui était premier. Et en fait, Revson, lui, il a fait 81 tours de course, techniquement, au lieu des 80. Donc, techniquement, il a même un tour d'avance sur le Grand Prix suivant. Non, ça marche pas comme ça, c'était une blague. Les commissaires relisent leur relevé et celui des équipes dans les moindres détails. Des relevés notés sur des feuilles de papier. Voilà, j'ai un petit dessin. Des feuilles de papier, du coup, qui ont été les témoins impartiaux d'une course de Formule 1 sous la pluie. Ah, t'as compris. Il a fallu approximativement 4 heures de délibération pour déclarer Peter Revson vainqueur de l'épreuve, 32 secondes devant Emerson Fittipaldi, 34 secondes devant Jackie Oliver et 36 secondes devant Jean-Pierre Beltoise. Bon voilà, j'espère que tu comprends ce que je voulais dire quand je disais que c'était un sacré bordel. Allez, on enchaîne. Dans la ferveur américaine au Watkins Glen, la presse brésilienne annonce déjà que Emerson Fittipaldi rejoindra Danny Hulme chez McLaren en 1974. Rien de tel pour mettre Colin Chapman de mauvaise humeur, alors que la lutte au championnat constructeur face à Tyrrell bat son plein. Du côté des voitures bleues, François Sévère a eu une vive altercation avec Jody Scheckter à la suite de leur accrochage au Canada. Le Français, furieux, aurait insulté le pilote McLaren sur 37 générations avant de rejoindre Fittipaldi dans des déclarations incendiaires contre lui dans la presse. Pendant ce temps, Ronnie Peterson continue de dominer les essais. Quant à Jackie Stewart, il s'apprête à disputer son 100e et dernier Grand Prix en Formule 1. Bien que les médias aient plus ou moins officialisé la nouvelle, il en a encore parlé à personne. En 1970, Jochen Rindt, grand ami de Stewart, dominait la saison. L'Autrichien haïssait viscéralement le danger du sport et avait promis que, s'il remportait le titre, il se retirerait. Il est mort avant la fin du championnat et a quand même été sacré champion du monde. Peut-être que Jackie voulait épargner ce sentiment à son épouse. Au fond, il souhaitait seulement clore dignement sa relation avec Ken Tyrrell, ramener la coupe constructeur
et laisser la place à son successeur, Padawan et jeune ami François Sévère. Stewart n'a que le 6e temps lorsqu'il s'élance pour un nouveau tour chronométré, mais très vite il doit s'arrêter brutalement, la piste étant bouchée par une file de voitures arrêtées les unes derrière les autres. Tout au bout, une voiture bleue est encastrée dans le rail. Comme les autres pilotes, Stewart descend de sa voiture. Il aperçoit son autre coéquipier Chris Amon, indemne. L'accident semble sérieux, il y a des débris partout, le choc a dû être violent. D'un simple geste, Stewart demande à Amon s'il va bien. Mais Amon répond que ce n'est pas sa voiture. La Tyrrell du Néo-Zélandais est intacte, garée à quelques mètres de l'accident. Le temps se ralentit. Jackie tourne de nouveau les yeux vers la 3e Tyrrell broyée contre le décor. Autour, les pilotes la fixent, immobiles, anéantis. Ce n'est pas possible. Within the sound of silence. Going back to the pit, I didn't say anything to Colin, to my wife. I just walked into the parking place where there was nobody. And I want to pray with God and say, what I'm doing here, help me. Neath the halo of a street lamp. Who is it? I was the first one on the scene, and I jumped out the car to try and help him. I remember then trying to get his belts and then just turned around and I knew it was all over. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And Francois was still pretty much half in the car. I would hate for anybody to see that. I was so shocked by it, but then I was so angry that the sport could do this. E eu fiquei no carro, você perde um pouco a noção das coisas, aí ele veio para me avisar, olha, liga o carro que vai abrir a pista. E eu falei, o Sévère como é que tá? Ele falou, morto. Eu falei, como morto? Morto. E eu falei, porra, e nós vamos voltar para a pista? Ele falou, é lógico. Jackie Stewart et toute l'équipe Tyrrell se retirent de l'épreuve. Par la plus petite porte possible, le triple champion du monde quitte la Formule 1. Malgré son titre fraîchement acquis, le porte-parole de la sécurité quitte la Formule 1 avec un sentiment de défaite. And then second, crushed. First for the left, the right one, and the Monte Carlo, you don't want to be nervous. You would think that Jackie teaching me everything he knows, I will become another Jackie Stewart. Peut-être. Well, but for the moment I'm far to be as good as Jackie Stewart. So I'm François Sévère. Mais du côté de ceux qui restent, Ronnie Peterson remporte la 4e victoire de sa carrière et ramène le titre constructeur à Lotus. Il gagne devant la March de James Hunt et la Brabham de Carlos Reutemann. Un jeune trio destiné à représenter l'avenir, un avenir auquel François Sévère n'appartiendra jamais. Le hasard voulut que ce soit Jody Scheckter, le premier à arriver sur le lieu de son accident et qu'il le découvre. De même, c'est le hasard, et certainement son indéniable talent, qui voulut que ce soit lui qui prenne sa place l'année suivante. On ne parlera plus jamais du controversé sud-africain, mais simplement du rapide, calculateur, Jody Scheckter qui ne faisait pas d'erreur et qui deviendra champion du monde quelques années plus tard avec Ferrari. Après cette saison, il ne faisait aucun doute que Ronnie Peterson était l'un des meilleurs pilotes du plateau, si ce n'est le meilleur. Une vitesse de pointe phénoménale, une gestion de course déjà irréprochable et une absence d'erreur ahurissante. Ronnie Peterson est mort au volant d'une Lotus en 1978 suite à un crash au départ du Grand Prix d'Italie. Le super suédois est encore à ce jour considéré comme l'un des meilleurs, parfois le meilleur pilote sans titre mondial. Carlos Pache remporta le Grand Prix du Brésil en 1975. Il perdit la vie dans un accident d'avion en 1977.
Il donna son nom au circuit d'Interlagos, l'Autodromo José Carlos Pache. À l'instar de Peterson, Carlos Reutemann fut l'un des pilotes les plus populaires de l'époque et clairement l'un des plus talentueux. Mais peut-être il n'avait pas le sang-froid suffisant pour saisir sa chance en 77 avec Ferrari et en 81 avec Williams. Parti chez McLaren l'année suivante, Fittipaldi deviendra le premier champion de l'histoire de l'équipe en 74. Le Brésilien cassera malheureusement sa carrière en Formule 1 en rejoignant l'équipe de son frère en 76, mais trouvera de nouveau le succès aux États-Unis. James Hunt aura bien le droit à son heure de gloire en remplaçant Fittipaldi chez McLaren au cœur d'une lutte mémorable contre Niki Lauda. Le jeune Autrichien que personne n'avait vraiment considéré avant que Ferrari ne s'y intéresse, finit par devenir le successeur inattendu de Stewart en tant que nouveau numéro 1 incontesté du sport. Après avoir contribué de 2 victoires pour McLaren, Peter Revson rejoignit Shadow pour un projet 100% américain. Il perdit la vie en début de saison lors d'essais à Kyalami. Denny Hulme contribua avec Fittipaldi au premier sacre de McLaren en 1974 et après avoir contribué à la survie de l'équipe après la mort de Bruce McLaren, c'était le moment idéal pour que l'ours néo-zélandais retourne au pays et se spécialise dans l'endurance et les voitures de course. Il perd la vie d'une crise cardiaque derrière le volant lors des 1000 km de Bathurst en 92. Et si la carrière de Jackie Ickx en Formule 1 était à un point mort, après tant d'années au creux de la période vide de Ferrari, il rejoint Lotus au début d'une période creuse pour l'équipe. Mais je ne vous présenterai pas Monsieur Le Mans, tant sa légende a traversé les générations et les catégories du sport auto. Je trouve qu'on a tendance à sérieusement sous-estimer et sous-apprécier la qualité sportive qu'ont offert cette période de l'histoire. Une époque où être le plus rapide avec la meilleure voiture ne suffisait pas à gagner. Il fallait aussi compter sur une mécanique plus solide, une intelligence de course hors norme, car les pilotes étaient seuls dans leur voiture sans moyen de communiquer avec l'équipe, et où il fallait aussi savoir prendre son mal en patience et laisser les autres se fatiguer et faire des erreurs pendant la course. J'espère que vous aurez passé un moment agréable dans cette rétrospective, et j'espère lui avoir rendu un hommage honorable. Petit avant-goût de la prochaine rétrospective, le pire ennemi du sport a commencé à s'immiscer, la politique. Mais aussi, il y a des gros moteurs turbo, le retour de Ferrari et Brabham et l'arrivée de Renault. Et s'il faut balancer quelques noms, René Arnoux, Patrick Tambay, Niki Lauda, Alain Prost, Nelson Piquet. Merci de votre écoute et à très bientôt. When I closed the Nürburgring, I had health threats of being killed. Germans were coming up to our house, throwing stuff in and shouting and bawling. The life threats I got at that time were amazing. I mean, a good friend of mine today is Jackie Ickx, but at that time he would not talk to me because he thought I was spoiling motor racing. I was damaging the integrity of the sport. But so many people were killed. I mean, I did more funerals, I think, than any man I've ever met, because it was the thing to do. And if I were shouting and trying to change security, then it would have been wrong for me not to go to the funeral.